Donc, bienvenue au centre de formation, de recherche et d'études de la tradition ninja, donc à Saintes. Vous êtes donc dans la bibliothèque. Et comme promis, je vais répondre aux questions. Il y a à peu près 3 mois, j'avais demandé aux amis Facebook donc, de poser leurs questions sur un peu de tout, la santé, bon, le ninjutsu. Voilà, donc là, pour le moment, ça tourne autour du ninjutsu. Et donc, je vais répondre. Donc, de Sébastien, donc de Marseille. Qu'est-ce que le ninjutsu? Ah, une bonne définition du ninjutsu. Alors, le ninjutsu, si on prend l'étymologie japonaise, vous avez jutsu qui veut dire technique, art, et nin qui veut dire patience, endurance. Et aussi à la dérobée. Vous voyez, le côté invisible, le côté furtif, exactement. Donc, ce seraient des techniques qui développent les techniques de furtivité, de patience et d'endurance. Mais, on va dire, un peu plus scientifiquement, on peut dire que le ninjutsu est l'ensemble des techniques d'entraînement permettant de développer des adaptations physiologiques et psychologiques nécessaires aux ninjas, aux shinobi no mono exactement, pour l'accomplissement de ces missions, donc espionnage, survie, infiltration. En sachant que le ninja ne part pas sur le champ de bataille, hein, c'est pas un soldat. Voilà. Donc patience, hein, développer quelles sont ces capacités qu'il doit développer, la patience psychologique, le poids léger, donc on est dans la physiologie avec le régime adapté, l'endurance, résistance, ça c'est un travail de cardio, hein, un travail cardio-training. Bien sûr le poids léger aide énormément, hein, plus on est léger plus c'est facile puisque la capacité aérobie on va dire est calculée par rapport au poids de corps et par rapport au litre de sang dans l'organisme on va dire. Et évidemment plus on est léger, plus c'est facile. Je ne parle pas de la résistance au vent, hein, d'accord. Bon, patience, poids léger, endurance, résistance, et tous les textes rajoutent, hein, vous verrez ça dans mon livre, être sans odeur. Donc pour ne pas se faire repérer. Pour ne pas se faire repérer par les chiens, par les gens, par les moustiques, par les oiseaux, etc. Donc, pas d'alcool, pas de tabac, pas de viande. Alors quand je dis ne pas se faire repérer par les oiseaux, tout simplement, vous voyez que quand les gens se promènent, les humains se promènent dans la forêt, hein, les chasseurs, vous avez les oiseaux qui décollent au fond. Hein, donc c'est comme ça qu'on voit s'il y a une présence humaine. L'odeur, bah, évidemment, par exemple quand vous faites l'armée, enfin quand vous faisiez l'armée, on vous disait, hein, pour les plus de 50 ans, qu'il faut enterrer son caca parce que l'ennemi peut nous repérer à des kilomètres, surtout si on est sous le vent, et la cigarette exactement la même chose. Hein. Il est écrit dans les livres dont je parle d'ailleurs sur mon livre, que les animaux peuvent repérer des fumeurs à des kilomètres. Donc il faut faire très attention à ça. Le principe est de rester dans l'invisibilité pour ne pas justement avoir à se battre. Donc vous avez des solutions, hein, où vous êtes invisible, léger, sans odeur, hein, et puis vous n'avez pas besoin de vous battre, ou vous passez la moitié de votre vie, ou les 3/4 de votre vie, à prendre des techniques de combat, et puis vous partez dans vos missions d'espionnage, de survie, tout ça, avec 40 kg de matériel, d'armes, voilà. Donc faut oublier l'image du ninja avec son nunchaku, ses sai, ses tonfa, ses 2 épées dans le dos, ça c'est Tortue Ninja, donc oubliez tout ça. Alors il n'y a personne qui s'est posé la question, comment se fait-il que des ninjas d'Iga auraient des instruments, nunchaku, sai, tonfa, par exemple, d'Okinawa, donc qui doit être situé à plus de 1000 km de là. Bon, personne ne s'est posé la question. Chez ceux qui disent faire du ninjutsu, ça fait un petit peu bizarre. Donc, je répète, hein, le ninjutsu, c'est l'ensemble. Donc, ce sont des techniques, hein, l'ensemble des techniques qui permettent d'acquérir certaines capacités, on va dire, qui sont la patience, l'endurance, la résistance, avoir un poids léger surtout, voilà. Et être sans odeur. Deuxième question. Frédéric Soquet-Claire. Je ne sais pas s'il faut que je donne vos prénoms et vos noms, mais bon. Alors, ma question concerne les ninjas dits célèbres, Mumushi Sandayu, etc. N'est-il pas un peu paradoxal de parler de célébrité quand on aborde le sujet des ninjas ayant existé, ayant été en activité? Pour embrouiller ses ennemis et cacher son identité, le célèbre ninja Sandayu Mumushi avait 3 résidences séparées, avec une femme et une famille différentes, vivant dans chacune d'elles. Bon, bref.
blablabla. Ça, c'est la légende. Est-ce que Robin des Bois, est-ce que... etc., etc. Est-ce que Peter Pan, voilà. Bon, Cadet Roussel a 3 maisons, tout le monde est au courant. Sandayu Momoshi a 3 maisons. Voilà. Donc, personnellement, de quel Sandayu Momoshi parle-t-on? Momoshi Tamba? Est-ce lui? Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, vous avez des très bons livres, hein, Ninjutsu ou les Sengoku Ninja. Ce qui est bien dans Sengoku Ninja, hein, qu'on peut lire Sengoku Shinobi Mono, vous avez 66 histoires de ninjas. Les histoires de 66 ninjas dans ce livre, hein, qui est écrit par Shimizu Noboru. Et Ikeda, lui, a écrit un livre sur les 49 ninjas authentiques. Ah, parce qu'il a écrit en réaction à ce livre-là. Donc si vous voulez, simplement, un petit peu pour répondre à Frédéric Soquet-Clair, si déjà là, il dit qu'il y en a 66, et dans un autre, que je n'ai pas pris d'ailleurs, Ikeda a dit qu'il y en a 49 ninjas authentiques, ça veut dire qu'il y en a au moins 17, on n'est pas sûr. Oui. Voilà, donc je ne serais pas surpris que parmi les ninjas les plus authentiques, dont certaines écoles se disent les descendants, ou certaines, oui, c'était Ryu, certaines écoles se disent les descendants, je ne serais pas surpris qu'ils n'ont pas existé du tout. Hein, je veux dire, on en est au Tartarin, on en est, comme je vous ai dit, au Cadet Roussel, on en est à la Comptine, on en est aux légendes pour endormir les enfants. Est-ce que vraiment tous ces personnages ont vraiment existé, ou voilà, voilà, donc sur le dernier, par exemple, le dernier Historia, je pense, on parle de Moïse, comme on parlait à l'époque de Jésus, qui, en fin de compte, le personnage par lui-même, qui est devenu célèbre jusqu'à nous, n'est qu'un ensemble de personnages ayant existé. Donc, on a dit la même chose de Ishikawa Goemon. Est-ce que cette personne a vraiment existé, ou puisqu'on en parle encore après sa mort, on le voyait à droite et à gauche après sa mort, d'où le fait de dire qu'il avait... pas ressuscité, mais qui s'était échappé, etc. Bah, tout simplement parce que c'était pas une personne, mais un tas de personnes qui, sous le même déguisement, en ce qui concerne Goemon Ishikawa, faisaient les mêmes méfaits, les mêmes actions, les mêmes actes. Alors quand il s'agit d'un héros, bah, voilà, quand il s'agit de Mondrin, bah, Mondrin après sa mort continue à voler, parce que ces hommes continuaient on va dire, à détrousser les riches pour donner aux pauvres. Voilà, est-ce que Robin des Bois a vraiment existé, ou est-ce un ensemble de personnages qui faisaient la même chose, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez... Est-ce que ces personnages ont vraiment existé? Honnêtement, comme disait je ne sais qui, je n'y étais pas. Hein, voilà. Est-ce que Jésus a vraiment existé? Est-ce que Moïse a vraiment existé? Ou est-ce que c'est un ensemble de personnages, etc., et ont fait à peu près la même chose, dit la même chose? Voilà, donc... Bon, en ce qui concerne les ninjas, je ne peux pas certifier que ces personnages aient vraiment existé. Il y a des tombes, il y a des pierres tombales. Voilà. Est-ce que la personne qui nous parle des 66 ninjas montre 66 pierres tombales? Non. Vous voyez. Maintenant, l'avantage au Japon, c'est que dans les temples, on marqué les naissances et les morts de tous les gens de la région et tout ça. Donc, ce qui pourra, d'ailleurs, dans pas longtemps... on peut dire surprendre quelques-uns sur la véracité de tel ou tel maître qui, en fin de compte, on ne sait pas s'ils ont vraiment existé. Je ne parle pas des maîtres d'il y a 400 ans. Hein. Voilà. Donc, on est dans le monde de la légende, hein, surtout quand on parle des ninjas, hein, des gens de l'ombre. Voilà. Sachant que le mot ninja, vraiment, c'est un terme ultra moderne, pratiquement du XXe siècle, hein, comme le mot samouraï d'ailleurs. Ou le mot... voilà, donc, voilà, il y a beaucoup de mots modernes qui sont utilisés comme mot japonais, du Bushido, voilà, avant 1900, avant Nitobe, Bushido. Par contre, c'est vrai, dans des films modernes, hein, dans les films, je dis bien modernes, vous avez des samouraïs qui parlent de Bushido comme si c'était une évidence. Voilà, on fait dire ça à des personnages de romans qui dateraient du XVIe siècle ou du XVIIe siècle. Oui, je suis le Bushido. Ben oui, mais le bouquin, il a été écrit en 1900, Coco, donc c'est pas possible. Il a été écrit par un japonais qui vivait au Japon, qui vivait aux États-Unis, qui était mormon, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, il a essayé de donner un code d'honneur
aux Japonais, aux nobles. Mais avant lui, personne n'en parlait. On parlait d'autres choses, mais personne ne parlait vraiment du terme Bushido. Voilà, donc c'était pas la question. Donc la question, est-ce qu'il y a eu des ninjas célèbres? Surtout après leur mort, oui, surtout des légendes. Est-ce que Peter Pan est célèbre? Oui, il y a même sa statue dans telle ou telle ville, etc. Est-ce que c'est pour ça qu'il a existé? Voilà, non. Voilà. Alors là, c'est Aitam Ahmad. Là, c'est à propos des Kujikiri. Donc c'est en anglais. Alors, est-ce que le Kujikiri donne des pouvoirs ou au chakra ou à celui qui le fait, hein? Voilà, quelle est la source de ces pouvoirs d'énergie, etc. Alors, en ce qui concerne, je vais dire, le Kujikiri, donc Aitam Ahmad, please read the book of my friend Guillaume Lemagna. You can find on lulu.com in English. Ninjutsu, une discipline à démystifier. You can find the title in English on lulu.com. Lulu.com. Ok, il explique bien pourquoi on parle de Kujikiri. Hein. Kujikiri, c'est surtout dans les Mikyo. Hein. C'est le côté, on va dire, ésotérique du bouddhisme, hein, des religions en général, puisque souvent on parle de Shingon, hein, qui est un syncrétisme entre le bouddhisme, le chamanisme et le Shinto. Donc voilà. Est-ce que c'est un rapport avec les ninjas? Les ninjas vivaient dans une région où il y avait des gens qui pratiquaient les Kujikiri, mais il y avait aussi des bûcherons et des pêcheurs. Est-ce que les ninjas étaient plus ou moins bûcherons ou pêcheurs, plus que moines, etc. Il ne faut pas faire cette accumulation, on peut dire, cette confusion est née du terme Yamabushi. Alors, je vais faire une petite mise au point tant que j'y suis. Yamabushi vient de Yama Bushiru. Donc celui qui se cache dans la montagne, celui qui se tapit dans la montagne. Alors au départ, Yamabushi, donc ceux qui se cachent dans la montagne, c'était tous les atypiques, tous les asociaux. Alors les voleurs, les gens qui étaient condamnés à mort, ceux qui s'évadaient, les groupes de voleurs, les guerriers qui ne s'étaient pas fait harakiri à la mort de leur seigneur et qui voulaient les venger, se réfugier dans les montagnes. Voilà, c'était surtout ça, ce qu'on appelait Yamabushi, c'était ceux qui se cachaient dans les montagnes, ceux qui se réfugiaient dans les montagnes où personne n'allait. Souvent parce qu'ils avaient peur, etc. Les montagnes, c'est mystérieux, etc. Donc, par la suite, on a parlé de Yamabushi en opposition à Kanbushi. Donc, Kanbushi, c'est ceux qui dorment dans la plaine, et Yamabushi sont ceux qui dorment dans la montagne, en ce qui concerne les moines. D'accord? Donc, il y avait les moines des montagnes et les moines des plaines. Kanbushi, Yamabushi. Mais en termes général, Yamabushi, donc de Yamabushiru, n'a rien à voir avec Bushi, le guerrier. D'accord? Donc le guerrier des montagnes, c'est une grosse mystification qu'on nous a pondue dans les années 80 et que certaines continuent à pondre, parce que faire des dojos et s'appeler Yamabushi Tsuki, Yamabushi Ninja, Yamabushi Karaté, Yamabushi ce qu'on veut, ça implique que les gens, surtout en France, dans des associations 1900 laïques et républicaines, font une religion. Ils font du Shingon, puisque c'était Yamabushi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est un petit peu... Il faut rendre à César ce qui est à César. Yamabushi, c'est un terme qui n'a rien à voir avec les arts martiaux, hein, rien de spécial, et pas forcément non plus avec le ninjutsu. Quelle différence faites-vous de Annie Otto Chabaz? Quelle différence faites-vous entre les jeux antiques, les sports, les exercices physiques, courir, stretching, pompe du matin, etc., le budo, et enfin les méthodes telles que l'hébertisme? Je pense aux Jeux Olympiques, voire par extension les Jeux du cirque dans l'esprit. Les Jeux Olympiques, les Jeux du cirque, je suis pas certain qu'il y ait un grand, on va dire, le seul point commun, je dirais, entre les Jeux du cirque et les Jeux Olympiques, c'est qu'ils ont été interdits par le christianisme. Hein. C'est le seul point commun. Je pense pas que les sportifs des Jeux Olympiques, hein, qui faisaient du marathon ou des courses, sortaient sur une planche ou tiraient par un crochet, comme certains, à l'époque des gladiateurs, quand on exécutait les condamnés à mort. Je ne parle pas des sportifs professionnels qui étaient les gladiateurs, sportifs de haut niveau. Hein. Des esclaves de haut niveau. Voilà.
Donc, la différence entre les Jeux antiques, bon, les Jeux antiques, je pense que oui, ils parlent des Jeux olympiques. Donc, les Jeux antiques, c'était une trêve que l'on faisait à l'époque pour Mars, hein, je pense, hein, les Jeux de Mars, hein, et que l'on faisait... on prenait les champions, on désignait des champions, hein, donc des champions dans chaque catégorie, hein, la course, le lancer de javelot, le lancer de poids, le lancer de disque, tout ça c'est des armes, hein, la course en armure, on peut dire la perche pour passer par-dessus les fossés, le son en longueur avec des haltères, donc des petits poids, pour aller plus haut, haltère ça veut dire aller en hauteur, c'est aussi rapport à sauter les fossés de l'ennemi, hein. Donc tout ça, c'était des jeux de guerre, hein. C'était les vrais arts martiaux, hein. C'était des arts de guerre, le pugilat, le palais orthopalais, qui a donné le pancras par la suite, hein, on pense. Donc tout ça, c'est des jeux de guerre, les jeux antiques, hein. C'était fait au nom d'une divinité, on se sacrifiait, on donnait le meilleur de soi pour les divinités. Et d'ailleurs, lorsque l'on fait un champion, généralement, c'était pour éviter que les soldats se battent, hein. Vous connaissez le principe, hein. Vous avez 10 000 soldats, 10 000 soldats. Bah, si on n'a pas trop envie que tout le monde se tue, parce qu'en fin de compte, si je vais envahir un pays avec mes 10 000 soldats, et qu'en face, il y a 10 000 soldats pour défendre ce pays, et qu'en fin de compte, on en tue, chacun la moitié, eh ben, je me retrouve toujours avec 10 000 soldats, en pensant que les 5 000 qui ont survécu à mes propres soldats, ils passent à moi, hein, ils rentrent dans mes rangs, ben je me retrouve toujours avec 10 000 soldats, mais pour deux pays, vous voyez, donc j'ai beaucoup moins de monde pour défendre mes territoires. J'ai la moitié de monde pour défendre mes territoires, donc c'est complètement stupide. Donc à ce moment-là, on désignait des champions, c'est-à-dire les champions, les deux héros, hein, les deux champions, qui avaient été désignés par justement des sports, par des activités, par des tournois, et ben, ils se rencontraient, et c'est les champions qui se battaient, on voit ça dans le film 3, vous voyez, encore 3, la légende, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, voilà. D'accord, au début du film 3, c'est deux champions qui se battent. Voilà, donc ça pour ce qui est des jeux antiques, hein, c'est toujours pareil, on désigne donc des champions qui ont développé certaines qualités, hein. Le lanceur de javelot, c'est pour tout ce qui était lancer de javelot, donc il n'a pas besoin d'être endurant, hein, il a besoin d'avoir beaucoup de force et d'une bonne technique. Le marathonien a besoin d'être endurant quand même. Le lancer de poids, lancer de 10, tout ça qui étaient des armes aussi pour décapiter les gens. Hein, des disques de bronze que vous lanciez sur les gens, bon, tout ça, voilà, chacun développait des capacités ou des habilités, on va dire, par rapport à une arme, hein, le tir à l'arc, le tir à javeline, comme ça. Voilà. Donc ça, on est dans la guerre, hein. Les sports, hein, quelle différence faites-vous entre les jeux antiques et les sports? Les sports, ça veut dire jeu déjà, un sport, ça veut dire jeu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si dans les jeux antiques, pratiquement tout le monde pouvait participer, dans le sens où pratiquement tout le monde était guerrier et quelque chose, hein, guerrier et paysan, sauf les Spartiates qui, eux, avaient énormément une caste pratiquement que de guerriers. Chez les autres Grecs, il était forgeron, il était peintre, il était poète, écrivain, agriculteur, et quand il y avait la guerre, on lui donnait une arme, il allait sur le champ de bataille, hein. Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, sport, c'est un jeu, mais c'est pas forcément un jeu de guerre, hein, sport. À savoir que quand on a développé le sport au XIXe siècle, à l'époque de Coubertin, on va dire, c'était surtout les riches, hein, les nobles, hein, qui avaient autre chose à faire, enfin qui n'avaient rien à faire, je veux dire, donc ils faisaient du sport, du tennis, un peu de course à pied, un peu d'aviron. C'était d'abord les grandes écoles, hein, qui se battaient les unes contre les autres, on va dire, qui s'affrontaient, les grandes écoles, d'où sortaient les élites. C'était plus du sport santé, du sport académique, on va dire. Et c'était réservé aux nobles au départ, sauf évidemment la boxe, où on faisait combattre les palefreniers pour faire des paris. Et ça, c'était comme les combats de chiens, les combats de coqs. C'était pour faire de l'argent sur le dos des autres. Les exercices physiques. Voilà. Les exercices physiques, quand on fait du sport ou des jeux antiques, hein, on fait des exercices physiques. Courir, stretching, pompe du matin. Alors ça me fait... Enfin, ça, je suis bien content qu'on pose cette question-là, parce que ça fait quand même quelques temps que ça me travaille. Et les gens me disent, je vais à l'entraînement. Je vais m'entraîner, je vais m'entraîner, je vais m'entraîner. Mais pourquoi faire? Voilà. Courir, stretching, pompe du matin, pourquoi?
La question, moi je pose la question, hein, à moi aussi je donne des questions. Ok, vous faites un entraînement, mais pourquoi? Pour développer quelle qualité physique? Psychologique? Ou physiologique, hein, quelle qualité? Vous voulez être plus endurant? Ok, pendant combien d'années? Est-ce que vous faites un plan, voilà, décembre je fais ci, janvier je fais ça, etc. Je commence l'entraînement, admettons, 1er janvier ou septembre, dans un club sportif, je développe ma force d'abord, après un petit peu mon endurance, ou ma résistance, après un petit peu mon endurance. Est-ce que vous avez un plan d'entraînement? Est-ce que vous avez des préparateurs physiques dans vos dojos ou dans vos clubs qui vous disent ok, on va faire un truc pour finir à telle date de la compétition? Parce que quand vous me dites je m'entraîne, vous dites que vous me dites j'ai une activité physique pour m'entretenir, je t'entends bien, mais vous dites je m'entraîne, je fais des exercices, généralement on fait ça dans un but. Pendant des années, j'ai vu des gens dans les salles de musculation qui arrivaient, qui faisaient leur truc, le même programme pendant toute l'année, pendant 10 ans, 15 ans, et ils ne changeaient pas. Bon, c'est normal, parce que normalement, quelqu'un qui veut faire un concours, je prends l'exemple de la salle de muscu, donc en haltéro ou, ce qui est beaucoup moins rare en culturisme, il dit, voilà, le 12 février, j'ai une compétition. Ok, et bien on part à rebours, comme ça. Donc les trois mois avant, j'ai le régime de sèche. Donc avant, il faut que j'ai pris du volume. Voilà, donc il commence sa prise de volume, et après il va travailler les points faibles, etc. Après il va sécher. Bon. Donc c'est un entraînement, ça se démarre à reculons. On a une date auquel il y a une compétition de vélo, de foot, de ce qu'on veut, et on va faire à reculons, et à partir de là, on va développer certaines qualités physiques dont on a besoin pour ce sport-là. Ah ouais, être à la fois endurant, fort, c'est balèze quand même. Hein. Le type qui est capable de faire 40 km et après soulever des haltères et après être avoir assez de glucose pour bien tirer dans la cible, je ne suis pas certain. Il n'y a qu'à voir la tête des marathoniens quand ils arrivent, les trois quarts. Donc oui, vous voyez, donc, on ne peut pas développer toutes les qualités à la fois, donc il faut être un petit peu logique. Quand vous dites je vais m'entraîner, moi dans ma tête je dis le gars, il va faire une activité physique et 90% du temps il perd son temps, il prend du bide, il prend du gras. Voilà, voilà. 3/4 des temps, des gens qui me disent je vais faire du ninjutsu, je les vois arriver, ça fait peur. Hein, bon. Alors le budo, alors qu'est-ce que le budo? Le budo n'a rien à voir avec tout ça. Hein. Le budo, je vois quoi? Je vois bu, art martial, hein, c'est-à-dire la mauvaise traduction d'art martial, mais que l'on peut traduire par art d'éviter, si vous voulez, le conflit. Hein. Donc bu, c'est quoi? C'est dans l'idéogramme bu, c'est arrêter la menace. Arrêter la menace. Et do, c'est la do, le do. Hein. Le do, la voix c'est en chinois c'est le Tao. Tao c'est le yin et le yang, c'est l'harmonie. Donc